Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF à Montréal pour la captation du podcast et je commence toujours par remercier mes commanditaires. Donc, vous les connaissez, Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes. Évaluation Concept a un savoir-faire et une expertise pour les véhicules de promenade, les véhicules lourds, les équipements spécialisés ainsi que les véhicules de plaisance tels que les roulottes et les motorisés récréatifs, les motos, les motoneiges, les véhicules tout-terrain et les bateaux et autres. Je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux par courriel à info@commercialevaluationconcept.com. Merci également à Technocombustion GMS, un fournisseur d'équipements de carrosserie et de services spécialisés en chambre à peinture. Étant le distributeur exclusif des produits Global Finishing Solution, GFS et des Duster 3000, Technocombustion GMS se démarque par ses produits de renommée mondiale, mais surtout par son service après-vente. Une entreprise qui comprend vos enjeux et qui est toujours à la recherche de solutions pour propulser votre productivité. N'hésitez pas à les contacter. J'aimerais remercier aussi Pièces d'Auto Atpac, qui a été la première entreprise à importer au Canada des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Si jamais vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet dans l'onglet Accès au catalogue afin d'avoir accès à leur vaste inventaire de pièces. Vous pourrez par la suite communiquer avec eux au 1-800-363-9339 pour commander la ou les pièces dont vous avez besoin. Merci beaucoup aussi à A1 Remorquage, qui est une entreprise familiale créée en 1996. Que vous soyez un particulier qui est en panne ou qui a eu un accident, un atelier carrosserie ou un concessionnaire, ils sont disponibles 24/7 pour remorquer tout type de véhicule. Ils offrent aussi le transport de machinerie. Si le véhicule dont vous avez besoin se situe entre Montréal, Gatineau et Mont-Laurier et que vous devez l'apporter dans les alentours de Saint-Jérôme, je vous invite à communiquer avec eux par téléphone au 450-565-7859. Merci aussi à Mag Express, qui est le chef de file pour la remise à neuf ou la personnalisation de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Ils ont aussi une nouvelle application de ramassage de roues et de suivi de production qui est disponible pour tous leurs clients. Ils vous invitent à demander votre code d'accès. Et moi, je vous invite à consulter leur site Internet pour avoir accès à leur vaste inventaire de jantes usagées remises à neuf. Quand j'ai fait la captation du dernier podcast avec Rémi Michaud, épisode super intéressant que je vous invite à aller consulter si jamais vous ne l'avez pas écouté encore, je lui ai parlé là, des invités que j'avais ce matin avec moi et il m'a offert de commanditer l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à toi Rémi et merci à Carstar. Donc, Carstar qui est un fier supporter du programme du CPCPA Compétences VE pour les carrossiers. Carstar est le plus grand réseau de franchises de réparation de carrosseries détenues et exploitées de manière indépendante et familiale en Amérique du Nord, avec plus de 700 emplacements aux États-Unis et au Canada. Carstar offre des réparations de véhicules de premier ordre à l'échelle nationale, des résultats au-delà des normes et les taux de satisfaction clients les plus élevés de l'industrie. Carstar a maintenu son engagement à redonner aux communautés qu'elle dessert par le biais de diverses initiatives de collecte de fonds, notamment en collectant plus de 5 millions de dollars pour la recherche et les soins sur la fibrose christique partout en Amérique du Nord. Carstar est membre de Drive & Brands, la plus grande entreprise de services automobiles en Amérique du Nord. Carstar recherche activement des nouveaux partenaires franchisés et les parties intéressées peuvent contacter Rémi Michaud au rmichaud@commercialcarstar.ca ou composer le 438-881-8975. Bien sûr, je vais mettre tous les liens là, de tous ces commanditaires dans la description du vidéo, donc vous pourrez les contacter là, si jamais vous avez besoin de leur service. Aujourd'hui, j'ai un gros podcast avec moi. J'ai deux invités. Je les ai rencontrés à la journée organisée par Carstar de formation compétences VE et dans le fond, ils travaillent pour le CPCPA. Donc, j'ai avec moi M. Philippe Bussière et Mme Marion Macloufie. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va bien? Bon, yes. Merci d'être là ce matin. On avait envie moi, en fait, j'avais envie de savoir ce que c'était exactement le CPCPA, le CPA, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça fait dans l'industrie. Et Philippe, tu étais la personne référence que tout le monde me disait d'appeler, de contacter pour que tu puisses venir nous expliquer tout ça. Et tu es venu avec Marion Macloufie, qui est chargée de projet chez CPCPA actuellement. On va commencer avec toi. Donc, la première question qu'on demande toujours, c'est comment l'industrie est arrivée dans ta vie. Et là, on me disait que toi, tu avais commencé au CPA de Montréal, c'est ça? Exactement, oui. OK. J'ai commencé au CPA Montréal
fin 2019 et j'ai atterri sur le programme Compétences V début 2020. C'est ça. Quelques mois au CPA Montréal et après, j'ai atterri au CPCPA. Okay. La subvention a été transférée là-bas pour que ça soit beaucoup plus provincial. Parce qu'il ne s'agissait pas juste du CPA Montréal, mais on a 6 CPA et les régions non assujetties que Innovist gère. OK, donc là, il y a 6 CPA, donc il y en a un à Montréal, un à Québec, c'est ce que exactement. Je comprends. Les autres sont à quel endroit? En Estrie, OK. En Mauricie, au Saguenay et... il nous en manque un. Bonne question, hein? Oui, c'est vraiment... L'important, c'est qu'il y en a 6 puis que dans le fond, c'est regroupé par le CPCPA, c'est ça? Pas tout à fait. Moi, je comprends pas trop l'organisation. On a une organisation assez particulière, on va se le dire. Là. Okay. Le CPCPA a été créé par les CPA pour uniformiser leurs outils de travail puis s'occuper des examens de qualification. Okay. Donc, l'objectif de tout ça, nous, dans le fond, c'est que le CPCPA va faire la gestion des examens de qualification des métiers. Donc, on a plusieurs métiers qui sont assujettis. Donc, on s'occupe vraiment des examens de qualification et des manuels de formation qui sont alignés vers cette qualification-là. On a aussi des manuels de perfectionnement comme Compétences VE qui est du perfectionnement en mécanique, en carrosserie et en véhicule lourd qu'on a en ce moment. OK, donc là, les formations se donnent par les CPA. Exactement. Mais sont organisées par le CPCPA, sont montées en fait par le CPCPA, c'est ça? Exactement. Fait que notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que nos outils sont uniformes pour tout le Québec. Donc, si on donne un cours d'électricité pour les carrossiers, ben on s'assure que le cours soit le même, le plus semblable possible, qui va être dispensé dans tout le Québec. Okay. Dans le fond aussi, nos formations, on parle souvent des CPA, des régions assujetties. Là. C'est le nom qui est utilisé. Donc, c'est vraiment les secteurs où les CPA sont. OK. On travaille aussi avec Innovist, qui est l'ancien CSMO Auto, qui est le comité sectoriel de l'automobile, qui, eux, couvrent plusieurs autres métiers aussi, mais couvrent les carrossiers, mécaniciens automobiles, véhicules lourds et plusieurs autres. Okay. Donc, nos formations sont aussi disponibles dans les autres régions, comme exemple, à Gatineau ou à Rimouski, il n'y a pas de CPA. Mais on peut avoir de la formation quand même des CPA parce que nos manuels, nos formations sont disponibles. Puis on travaille avec plusieurs centres de formation professionnelle partout au Québec. Là. OK, parfait. Et là, toi, ton parcours professionnel, toi, ça a commencé comment, tout ça? En fait, moi, je suis un ancien mécanicien. Moi, j'ai fait mon DEP en mécanique automobile. J'ai travaillé dans plusieurs concessionnaires. J'ai fait un peu d'après-marché aussi. J'ai travaillé dans le poids lourd, service routier. En fait, moi, je veux tout le temps apprendre. Donc, dès que j'ai la possibilité d'apprendre, je suis partout. Puis, c'est de là aussi où, en fait, t'as probablement entendu parler de moi. Je veux tout savoir. Ça vient avec une maladie mentale, le savoir. Puis là, je suis tombé, en fait, j'ai appliqué sur un poste de formateur chez Uniselect, dans le fond, qui est un distributeur de pièces automobiles d'après-marché, qui couvre, en fait, moi, je m'occupais, en fait, j'ai été pris comme formateur technique pour commencer, donc je donnais de la formation pour les mécaniciens, tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est diagnostic moteur, mais toutes les marques, tout ce qui est électronique, tout ça, c'est un peu ma force, un peu de climatisation au travers, un peu tout ça. Puis, je suis par la suite tombé formateur de gestion, donc j'allais suivre des formations de gestion d'entreprise. Puis, je suis tombé formateur de gestion aussi pour Uniselect. Donc là, on faisait du coaching personnalisé pour certains ateliers. Je m'occupais aussi des formations de vente. Puis, je suis tombé en voulant comprendre plus de choses. On faisait partie du département de marketing. Donc, on travaillait aussi étroitement avec le marketing chez Uniselect, tout le côté formation. Donc, je suis tombé aussi du côté des pièces parce qu'on vendait des pièces. L'objectif d'un distributeur de pièces, c'est vendre des pièces. Mm-hmm. Donc, je suis tombé du côté des pièces. Donc, tout ce qui était la formation pour les commis de magasin. Donc, c'est m'assurer que les commis de magasin comprennent bien qu'est-ce qu'ils vendent, pourquoi le vendent, puis toutes les ventes connexes nécessaires à chacune des pièces qu'ils vendaient.
Donc, je me déplaçais au travers du Québec avec ces formations-là. Puis on a couvert aussi, je couvrais un petit peu les provinces maritimes, puis un petit peu l'Ontario, là, mais pas souvent. C'était plus rare là, que je me rendais en Ontario, province maritime. Dis-moi, là, quand tu étais au secondaire, avant tout ça, là, quand tu étais au secondaire, t'avais-tu déjà cet intérêt-là? Moi, à 11 ans, je suis rentré dans un garage. J'ai vu un mécanicien travailler, puis j'ai fait, moi, je vais faire ça dans la vie. OK. Fait que c'est là que ça. Moi, ça le déclic a été là. Ouais. Okay. Mais depuis que je suis tout petit, les autos téléguidées, je les défaisais, je vérifiais les systèmes électroniques dedans, j'ai dessoudais, je ressoudais ça, je remontais l'auto, je rejouais avec. Je tripe sur la technologie depuis que je suis tout petit. OK. J'ai même réparé des télévisions, j'ai réparé des magnétoscopes dans le temps là, qu'on avait des VHS, tout ça, puis même des radios de voiture dans le temps des CD, des cassettes. Là, je m'amusais à réparer ça dans les autos qui fonctionnaient plus. C'est ça. J'ai un petit problème, je veux trop savoir de choses. Ça frôle le 10 quasiment. C'est quasiment ça. Fait que là, à 11 ans, cette élimination-là, mettons, tu sais, c'est comme ça te fesse un peu. Je veux faire ça. Moi, je fais, wow, ça a l'air vraiment le fun comme métier, je veux faire ça. J'ai bifurqué un peu avant de tomber, avant de faire mon DEP, je suis allé faire 2 ans au cégep à l'ENA en aéronautique. Dans le fond, c'est une marché automobile, on le sait, hein, c'est pas toujours bien vu, c'est pas sexy. Non. Donc, les parents étaient, tu pourrais peut-être, tes manuels, t'aimes ça, il y a peut-être d'autres avenues intéressantes. Puis là, l'autre avenue, c'était, oui, je vais aller réparer des avions. Tu sais, c'est plus gros, puis ça doit être plus le fun. Fin de compte, j'ai pas aimé ça. Fait que je suis sorti de l'ENA, je suis retourné faire mon DEP pendant que je travaillais dans un concessionnaire. Fait que je travaillais chez Chrysler. Comme au concessionnaire, puis à temps plein, puis je faisais mon DEP aussi en parallèle. OK. Puis là, à ce moment-là, est-ce que, tu sais, comme tu as fait beaucoup de... Tu as eu de l'expérience là, au niveau de la mécanique et tout, là. Mais ça a duré combien de temps, cette expérience-là? J'ai travaillé... Comme mécanicien, maintenant? J'ai travaillé 12 ans, dans le fond, dans des ateliers mécaniques, puis dans différents... dans le fond, services routiers poids lourds aussi au travers de ça. Là. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà un intérêt vers le côté plus administratif, tu sais, dans le sens de formation de ci, formation de ça, puis aller voir, tu sais, au-delà d'être mécanicien, d'autres entreprises dans cet univers-là, tu sais? Officiellement, oui. En fait, je viens d'une famille de professeurs. OK. Fait que j'ai grandi dans l'enseignement. Mon grand-père a été directeur d'école, professeur. Mon père a été directeur d'école, professeur, tout ça. Okay. Fait que j'ai toujours un peu baigné malgré tout dans l'apprentissage. Fait que, tu sais, c'était valorisé d'aller chercher de l'information puis de s'informer sur plein de choses. Fait que moi, j'ai toujours été un petit peu... En fait, je suis très curieux, là. Ça vient aussi avec. Fait que j'ai toujours cherché un peu des façons de apprendre, savoir des nouvelles choses, questionner pourquoi. Moi, le pourquoi, je pense que c'est ma question préférée, là. Comme un enfant de 3 ans. Pourquoi ça? Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà. Fait que moi, j'ai toujours voulu... Je pousse beaucoup. Je veux que les choses grandissent, je veux que les choses avancent. Puis tu sais... Chez Uniselect, on avait aussi l'avantage d'avoir, à ce moment-là, il y avait Procolor qui était, dans le fond, qui appartenait à Uniselect avant qu'il soit vendu. Fait qu'on avait quand même un département de carrosserie. Moi, je m'entendais bien avec les gens de carrosserie. Fait que j'allais poser des questions parce que je voulais savoir, je voulais comprendre. C'est un milieu que je connaissais pas beaucoup. Fait que j'ai appris aussi à comprendre et apprendre des trucs aussi à partir de ce secteur-là. Fait que c'est un peu pourquoi aussi la carrosserie, je suis tombé un petit peu de ce côté-là sans... Fait que ça m'a amené dans tout le marché automobile que moi, je trouve que c'est un milieu qui est méconnu. Puis il y a tellement de belles choses à savoir, il y a tellement de belles choses à faire. On est dans un drôle de milieu. On est comme une chasse gardée, puis je comprends pas pourquoi. Ouais. L'information est détenue, on dirait, tu sais. Oui, elle est cachée. Oui, c'est ça. Là, t'es mécanicien, tu t'en vas chez Uniselect, mais Uniselect, c'est quoi exactement? Distributeur de pièces automobiles. Dans le fond, maintenant, rendu bumper to bumper. OK. Fait que dans le fond, c'est un distributeur de pièces d'après-marché. Fait que dans tout ce qui est disque, frein, suspension, direction électronique, qui est pas
du concessionnaire. C'est Napa, Vast-Auto, c'est le même principe. C'est un distributeur de pièces indépendant. OK. Fait que là, toi, tu pars de mécanicien pour t'en aller vers Uniselect, puis là, tu propulses des formations. Oui, en fait, je me fais former pour devenir un formateur pour eux autres. Donc, à quel âge à ce moment-là? J'ai 30 ans. OK. Fait que j'ai 30 ans, puis je deviens formateur technique. Donc, des fois, j'ai des gens qui ont 2 fois mon âge en avant de moi dans le cours. Puis la question, c'est Hey, le jeune, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Mm-hmm. Puis la réponse que j'ai toujours donnée, c'est si t'es assis là, c'est parce que je dois en savoir plus que toi. Oh! J'étais un peu baveux. Puis qu'est-ce que les gens... Tu sais, ça se passait comment? Souvent, quand tu réponds aux gens, puis moi, je suis là pour avoir du fun dans la vie. La vie est trop courte pour s'embêter. C'est ça. Donc, moi, je veux avoir du fun. Fait que si tu es ici, c'est parce que tu veux apprendre. Hey, on va s'arranger qu'à la fin de la journée, tu sois content puis que moi, j'ai eu du plaisir. C'est le but de tout. Moi, tout ce que je fais, si j'ai pas de fun, je vais pas le faire. Non, c'est ça. Fait que là, tu pars, tu fais combien d'années chez Uniselect? J'ai été presque 10 ans chez Uniselect. Dans le fond, ils ont fermé le centre de formation pendant la joyeuse pandémie. OK. Donc, le centre de formation a sauté pendant la pandémie. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler pour le comité paritaire, en fait, pour le Conseil provincial des comités paritaires automobiles. Là. CPCPA, c'est ce que ça veut dire. OK. Mais là, attends une minute. Là. Explique-moi le lien entre donner des formations chez un vendeur de pièces mécaniques à je m'en vais pour la carrosserie, là. Tu sais, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En fait, il cherche, le CPCPA cherchait un conseiller formation. OK. Puis, en fait, étant un gars de formation depuis presque 10 ans, ça m'a appelé. Il y a une chasseuse de tête qui m'a contacté pour me dire j'ai un poste pour toi. Puis que j'avais rencontré chez Uniselect là, parce que, dans le fond, une chasseuse de tête qui cherchait des gens chez Uniselect. Fait que moi, je parle à tout le monde. Fait qu'on m'était mis à jaser avec elle aussi. Puis elle s'était rappelée de moi. Puis à ce moment-là, c'est ça. J'ai passé l'entrevue, j'ai été engagé. Puis dans le fond, mon rôle au CPCPA, moi, c'est de m'occuper de toutes les formations, tous les métiers. Fait qu'autant véhicules lourds, mécanique auto et carrosserie. Donc, quand je suis rentré au CPCPA, il y avait un gros ménage à faire du côté formation. Explique-moi ça. En fait, il y avait beaucoup de vieilles formations. Il y avait beaucoup de choses qui avaient besoin d'être mises à jour. Okay. On venait de recevoir une grosse subvention, dans le fond provincial, pour remettre à jour nos formations, pour les mettre au goût du jour, les mettre 2020 et plus. Okay. Donc, on a mis à peu près 70 de nos formations à jour en 4 ans. Wow. Donc, c'est énormément de choses. Beaucoup de travail. Puis au travers de ça, il y a eu Compétences VE aussi qui est rentré. On avait un expert de métier qui était Yves Rassette qui s'occupait de compétences VE, mais je faisais tout de même une partie de validation. Tout ce qui n'était pas 100% VE, parce que notre expert VE, c'était Yves Rassette, mais tout ce qui était le reste des formations, c'est moi qui s'occupais de ça avec des experts. Tu sais, je me dis pas expert en carrosserie, je me dis pas expert en véhicule lourd, je me dis pas expert en mécanique auto non plus. Moi, j'aime toujours valider avec des gens autour qui... T'entoures de bonnes personnes. C'est un travail d'équipe. Comment on est performant en s'entourant des bonnes personnes? Moi, je m'entoure des bonnes personnes, c'est super important. Si je suis mal entouré, moi, je serais pas bon si j'ai pas des bonnes personnes autour. Tu sais, moi, c'est comme ça que je pense. Fait que tu peux pas être bon tout seul, c'est impossible. Fait qu'on s'entoure des bonnes personnes. On a trouvé des experts un peu partout. On avait déjà des experts. Joanne Santa Rosa, qui travaille au CPCPA depuis 15 ans maintenant, elle avait des experts qu'elle connaissait, que j'avais connus aussi au fil des années, parce que en se déplaçant au travers du Québec, en donnant des formations, des fois dans des centres de formation professionnelle, en formant des professeurs que je formais déjà chez Uniselect. Donc, je connaissais plein de gens. Fait qu'on a réussi à regrouper des experts puis réussir à remettre nos choses à jour, là, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire qu'au CPCPA, on a 78 manuels de formation qui sont le plus vieux date de 2020. OK, mais là, toi, dans le fond, ces manuels-là, c'est toi qui les fais. Ben, excuse-moi, là, mais j'essaie de comprendre parce que moi aussi, le pourquoi puis le comment c'est bon, fait. C'est bon, ça. Mais attends, là, parce que là, toi, tu fais les manuels, tu fais les formations, puis après ça, ces manuels-là sont partis dans les écoles de CEP?
Pas tout à fait. Comment ça se passe? En fait, on a des formateurs, dans le fond, avec qui on travaille. Fait qu'on a des formations de formateurs. On s'assure que nos manuels de formation soient dispensés de la bonne façon. Encore, je reviens avec l'uniformité. On essaie d'avoir la formation qui va être donnée sensiblement de la même façon partout au travers du Québec. Donc, on fait des formations de formateurs pour s'assurer que nos formations sont dispensées de façon le plus uniforme possible. OK. Là, ces manuels-là sont donnés à ces formateurs-là qui, eux, sont où? Dans des centres de formation? Il y a des centres de formation professionnels avec qui on fait affaire, puis il y a des CPA qui ont des centres de formation privés. OK. Donc, si on pense le CPA Québec, ils ont un centre de formation à l'interne. Donc, ils sont capables de donner de la formation directement au CPA de Québec. Puis là, il y a un nouveau centre de formation qui va ouvrir à Lévis. Donc, le CPA Québec va avoir 2 centres de formation différents pour tous les métiers. Fait carrosserie, véhicule lourd, mécanique automobile. Fait que l'objectif, c'est de réussir à former le marché automobile. Les aviseurs techniques font partie de ça. Les estimateurs peuvent faire partie de ça. Donc, on essaie de couvrir le plus le plus large possible pour aider le marché automobile. C'est notre rôle. Puis, il ne faut pas oublier, on a oublié tout à l'heure, la région, c'était Laurentier de la Naudière. Laurentier de la Naudière, qui ont un très beau centre de formation de carrosserie. Donc, Laurentier de la Naudière qui a en fait, le plus gros des centres de formation, dans le fond, des CPA, qui est incroyable. Ils ont même à Joliette. Ah ouais? Oui, directement à Joliette. Ils ont même une chambre à peinture, dans le fond, qui se déplace. Là. Fait que c'est pas une chambre de peinture fixe, c'est une chambre de peinture pour justement faire les examens ou des fois des formations d'une journée. Là. Donc, on est capable d'aider ces gens-là. Les formations de soudure aussi peuvent être faites là-bas. On a plein de choses qui sont disponibles, qui sont méconnues, que les gens ne savent pas que les CPA peuvent faire. Dès qu'on dit le mot CPA, souvent, il faut se mettre un casque parce qu'on va se faire lancer de la roche. Je sais. Mais ça, là, c'est un peu comme la réputation des évaluateurs routes. Comme on est en train de lutter contre quelque chose, comme une mauvaise réputation parce qu'elle a été faite dans le passé, mais je pense que le CPA puis le CPCPA, c'est un peu la même dynamique dans le sens que vous avez travaillé fort pour actualiser votre mandat. On est en changement, puis c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était la police, littéralement. Ils s'assuraient que les gens respectent le décret à la lettre. Aujourd'hui, on est là pour rendre service aux gens. On est là pour aider le marché. On est là pour faire grandir le marché. L'industrie. C'est plus de la police, là. C'est fini ce temps-là. Là. Je pense que c'est ça. Mais c'est normal aussi qu'il faut passer au travers de quelques années plus difficiles. Mais il y a des secteurs, Estrie, encore une fois, qui avait un secteur qui était très problématique, qui aujourd'hui, les gens sont heureux d'avoir un CPA, un centre de formation aussi qui est super bien géré, qui ont une chambre à peinture. Fait qu'ils peuvent même donner des cours directement là-bas. On a vraiment plusieurs centres de formation qui sont, en fait, on va dire privés, qui appartiennent au CPA, qui donnent des formations qui sont peu chères, de qualité, avec des formateurs, des bonnes personnes. Fait que, c'est ça change beaucoup. Tranquillement, on s'actualise, mais c'est ça, c'est ça. On passe au travers des mauvaises périodes, puis là, on va voir que les prochaines années vont être plus florissantes, en fait, on l'espère. Là. Wow! Vous allez comme goûter au succès de tous les travaux que vous avez faits dans les formations que vous avez enlevées. J'aimerais bien ça. Ça fait partie en fait, du défi. Compétence VE est un autre défi en soi, d'essayer de réussir à former le marché automobile sur les enjeux de l'électrification. Il y a plusieurs formations qui sont sorties de différents privés, puis c'est pas incorrect. En fait, la compétition, c'est toujours bon. Ça t'oblige à augmenter ton niveau. Puis moi, je trouve ça super bien qu'il y ait de la compétition. Mais on est compétence VE, la seule formation qui est subventionnée, qui est reconnue au niveau gouvernemental. On a des avantages comme ça. Je pense aussi que les gens l'utilisent pas assez ça parce que c'est associé au CPA. Fait qu'on a un enjeu aussi de si ça passe en rapport au CPA, c'est moins intéressant. Fait que on revient avec l'enjeu du non-CPA qui est collé. On travaille aussi contre ça. Ça fait partie des enjeux qu'on travaille depuis 4 ans déjà. Là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, vos formations sont données par les CPA, par les formateurs. Oui. Et qui sont accessibles pour
mettons, les carrossiers, les concessionnaires qui, eux, veulent envoyer leurs employés en formation. Exactement. OK. Je reviens aux cartes que j'aimerais qu'on explique. Classification des cartes. Oui, exact. Parce que, tu sais, mettons, là, le jeune qui est au secondaire, lui, il s'en va faire, mettons, son DEP en carrosserie, en mécanique, peu importe. Oui. Et là, comment ça marche? Là, il reçoit une carte, un certificat, puis c'est-tu là que ça commence? C'était quoi la base de tout? Je m'excuse, mais... Ben, c'est parfait. Non, je comprends pas parfait, ça. C'est parfait. Okay. En fait, le départ, c'est de commencer à travailler dans un atelier, soit carrosserie, mécanique, auto, véhicule lourd, peu importe. Dès qu'on rentre dans un atelier mécanique, on peut commencer à accumuler des heures. Faut-il que tu aies un DEP ou pas? Pas nécessairement. En ce moment... Peu importe qui tu es, tu peux rentrer dans le marché automobile. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une formation préalable. OK. Fait que n'importe qui peut rentrer, apprendre sur le tas, là, comme on dit. Là. Fait que ça, c'est encore très possible. C'est pas un problème. Okay. Fait qu'on peut rentrer dans le marché sans avoir de DEP. Le DEP, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne des heures, dans le fond, pour avancer plus vite vers l'examen de qualification. Donc, 6 CPA, 6 décrets. Donc, il y a une particularité, c'est qu'il y a des différences un peu dans certaines régions. C'est pas un décret provincial qui est tout identique. Explique-moi ça. Il y a 6 CPA, il y a 6 décrets. Il y a des petites différences par région. En fait, tu sais, si des fois, il peut y avoir des différences salariales, mais il peut y avoir des différences de métier dans certaines régions. Fait que ça, c'est une des particularités de CPA. C'est pas tout identique. Fait qu'on n'a pas 6 décrets identiques, mais sont quand même extrêmement semblables, on s'entend, là. Il y a des petits détails ici et là qui sont pas pareils dans chacun des CPA. Exemple, on peut avoir, si le DEP de 1800 heures, il y en a qui reconnaissent juste 1700 au lieu de 1800 heures. Ou, des fois, c'est des petits détails comme ça. Là. OK. Mais grosso modo, c'est à peu près la même affaire. C'est à peu près la même chose partout. Donc, si on a un DEP, on va avoir le nombre d'heures du DEP qui va être reconnu. Puis là, on va attendre 3 ou 4 ans pour pouvoir aller passer l'examen de qualification. Donc, cet examen de qualification-là va nous amener, dans le fond, on va avoir une carte d'apprenti pendant 3 ou 4 ans. Ensuite, en passant l'examen de qualification, quand on le réussit, on va aller dans les CPA. OK. Fait que c'est vraiment au CPA qu'on passe les examens de qualification. On est équipé dans les CPA où on fait affaire avec des experts de métier qui sont examinateurs, qui vont, eux, faire passer les examens. Des fois, on loue des locaux dans des CFP. Exemple, à Montréal, pour l'examen de peinture puis carrosserie, c'est à les mêmes que l'examen se fait. Il y a un secteur, dans le fond, qui est loué dans les mêmes pour passer l'examen. Laurentide-Lanaudière, c'est directement au CPA qu'on va passer l'examen. Fait que ça dépend des régions s'ils sont équipés pour faire l'examen ou non. OK. Ensuite de ça... Une fois que l'examen est passé... On va avoir une carte de compagnon, carte C. Dans le fond, c'est la carte d'entrée. Une carte C, dans le fond, là, ce que ça fait, c'est que quand tu es compagnon, on appelle le vieux terme de compagnonnage, c'est qu'on peut aider les apprentis autour de nous à réussir mieux, à faire mieux leurs tâches, mais aussi ça donne l'opportunité de pouvoir ouvrir un atelier mécanique ou de carrosserie dans les zones assujetties. Parce que dans les zones où il y a des CPA, si on n'a pas de carte de compagnon, on ne peut pas ouvrir un atelier mécanique. Ça prend de la compétence pour ouvrir un atelier. Nous autres, c'est quelque chose qu'on tient qui nous tient à cœur. Je ne veux pas dire que si tu es dans une région non assujettie, il n'y a pas de talent. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a une structure mise en place pour s'assurer que ça ne soit pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience qui décide de s'ouvrir un atelier puis qui pourrait mettre des gens en danger. Fait que c'est juste l'idée derrière la chose, c'est ça. OK. Ensuite de ça, il y a la possibilité de se perfectionner, de devenir un carte A. Dans le fond, fait qu'on pourrait devenir on a des examens qu'on appelle avancés. Donc, cet examen-là va être plus complexe. Il va être plus avancé. Fait qu'on va parler des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont capables de faire plus de choses. Donc, si on pense du côté carrosserie, juste un débosseleur, on va avoir un cours de débosseleur, mais on peut penser à quelqu'un qui va faire du sectionnement, qui va faire sectionnement, raccordement, qui va avoir besoin peut-être plus d'expérience, plus de connaissances, capable de souder de l'aluminium. Donc, quelqu'un qui va avoir besoin en fait, on va proposer de faire une carte avancée. Souvent, c'est lié avec des salaires plus élevés aussi.
Donc, soit dans les décrets, mais aussi dans les ateliers. Donc, la carte de compétences amène un salaire en général là, plus élevé, surtout dans les endroits qui sont syndiqués en général, là, qu'on voit plus ça. Mais même ceux qui sont non syndiqués ben, peuvent reconnaître ces cartes de compétences-là pour augmenter le salaire de l'employé. Dans le fond, ça nous donne une idée de la capacité de notre employé à faire plus de tâches. OK. Et là, ça, c'est le maximum. Oui, exactement. C'est la plus haute carte. C'est la plus haute carte. OK. Après, est-ce qu'on peut aller chercher d'autres formations plus, mettons, spécifiques comme compétences VE, comme autre chose? En fait, oui, mais ça reste à l'employeur de reconnaître ces heures-là ou ces formations-là. Okay. De notre côté, nous, dans le fond... Ça s'arrête. On n'a pas plus d'avantages à suivre. Plus ça va être, exemple, ICAR qui va la reconnaissance or ou platine, là, qui va donner des avantages, les reconnaissances Collision Care. Donc, ça va dépendre de où l'atelier veut se rendre ou d'où le technicien veut se rendre lui-même. OK. Merci pour toutes ces explications-là. Simple, hein? Ben oui, c'est simple. Une fois que c'est expliqué comme ça, je comprends tout. Et là, tu m'as parlé de ICAR, les certifications ICAR or platine. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, c'est pour les ateliers carrosserie. En fait, ça va être relié avec un carrossier lui-même, mais aussi avec l'atelier. Ça va être des avantages. Donc, on peut aller chercher un avantage pour l'atelier carrosserie, avoir des taux de remboursement qui pourraient être plus élevés avec certains assureurs. Mais c'est une reconnaissance de connaissances, en fait. C'est un nombre de cours suivis. Là, par cœur, je m'en rappelle pas. Okay. Mais c'est un nombre de cours qui va être suivi. Donc, ICAR a plusieurs formations. Si on reprend les formations de soudure, acier, bronze, c'est ça, tout ça. Aluminium, tout ça. Donc, il faut les refaire aux certaines années parce que, dans le fond, s'assurer que la capacité de cette personne-là qui a fait l'examen de garder cette compétence-là, fait que ce qui peut être bien logique. Là, si on se trompe d'un pouce sur un morceau, sur une soudure, ça peut faire que les airbags n'ouvrent pas ou qu'il peut arriver quelque chose quand même. Là. Donc, de s'assurer que la personne a des capacités de soudure, mais ça, c'est vraiment ICAR qui gère leur propre formation. Ça n'a pas rapport avec les CPA directement. Par contre, on essaie de travailler en ce moment avec ICAR. ICAR a reconnu la formation de compétences VE carrosserie. Okay. Donc, on vient de se faire reconnaître, dans le fond, la totalité des heures de formation pour ICAR. Par contre, l'accréditation des cours qui vient avec le platine ou or, on a quelques cours qui vont être crédités, mais pas complètement, là, pas les 70X, je ne sais pas combien de cours qu'il faut qu'ils soient suivis. Mais on a des cours qui sont crédités en suivant compétences VE, mais le nombre d'heures entier, je sais que pour garder, dans le fond, la certification platine ou or, il faut avoir un nombre d'heures minimales annuelles que les techniciens suivent. Donc, ils rentrent, ces heures-là vont rentrer dans les heures qui ont besoin d'être suivies. Eux, dans le fond, ils donnent une certification à l'atelier. Exactement. Qui, lui, envoie ses employés en formation. Exact. Eux comptabilisent les heures de formation données aux employés pour ce carrossier-là, mettons. Exact. OK, c'est une belle... Tu sais, quand c'est expliqué puis bien compris, c'est bien structuré. Là. Oui, puis dans le fond, tu sais, ICAR, qui est c'est américain, dans le fond, là, leur. Puis on est la première entité qui n'est pas manufacturière qui est accréditée. Qu'est-ce que tu veux dire? Normalement, c'est Axalta qui est accrédité. C'est BASF qui va être accrédité. Ça va être des manufacturiers de peinture, de pièces, tout ça, qui vont être accrédités. C'est des formations de ces manufacturiers-là qui sont accrédités par ICAR. Il a fallu qu'ils créent une nouvelle méthode de gestion d'accréditation pour compétences VE parce qu'on est une firme qui n'est pas un manufacturier, on est générique. Donc, on a une formation qui est bonne pour tout marque, tout modèle. Puis, c'était jamais arrivé que ICAR accrédite de la formation d'une firme externe qui n'était pas manufacturière. Donc, félicitations pour on a un bel accomplissement. On a réussi on a ouvert le marché avec cette nouvelle méthode de vérification qu'ils ont créée pour nous autres. Donc, on vient d'ouvrir le marché à d'autres externes qui pourraient faire valider leur formation par ICAR. Donc, tu sais, pour vrai,
C'est impressionnant. C'est un peu fou. Ouais, c'est un peu fou qu'est-ce qui vient de nous arriver. Il a fallu quelques années, là, mais... Oui, ça l'a pris plusieurs mois, voire années. Mais on a quand même... C'est une réussite, là. C'est incroyable là, ce qui vient d'arriver là. Ce qui nous a aussi permis dans le fond, on a plusieurs formations en préparation à nos examens qui pourraient être équivalentes à des formations obligatoires pour avoir l'accréditation platine ou or. Donc, on a envoyé nos formations, on va regarder qu'est-ce qu'on peut se faire accréditer. Donc, les gens qui viennent suivre notre formation, au lieu de suivre des formations ICAR, pourraient avoir des accréditations. L'objectif d'ICAR, c'est d'accréditer, s'assurer de la compétence de leurs gens. Donc, on a un point commun, un objectif commun, de s'assurer que les gens soient formés. Le mieux formé possible. C'est ça l'objectif. Ouais. Dis-moi, es-tu capable de m'expliquer l'historique du CPA puis du CPCPA? Ça a commencé quand? Pourquoi il y a eu un besoin de ça? Les années exactes, je les connais pas, mais il y a de ça très, très jadis. Je pense que Francis l'avait dit 1940, ça se peut-tu? Oui, en fait, c'est dans les années 30-40 que les premiers CPA se sont formés pour protéger les employés des employeurs. Donc, c'est les premiers syndicats. C'est parti en même temps que les syndicats. Officiellement, là, c'est le même principe. Le but était de s'assurer que les employeurs n'abusent pas des employés. Au niveau salarial, heures travaillées. Tout compris. Fait que vraiment, tu sais, dans le fond, tout ce qui était sécurité pour les employés surtout. Donc, c'est vraiment parti de là. Le CPCPA va avoir 50 ans l'an prochain, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 50 ans, le CPCPA a été créé par les CPA pour uniformiser leurs outils, mais officiellement, ça fait vraiment 25 ans que le CPCPA est plus fonctionnel. Là. OK. Donc, CPA, c'est quoi le Comité paritaire automobile. OK. Et ça, c'est un regroupement, mettons, de formateurs? Non, le CPA, dans le fond, c'est un regroupement, c'est un comité paritaire. Donc, on va avoir un conseil d'administration qui va être 50% patronal, 50% syndical. Encore le syndicat. Encore une fois, la partie syndicale. En fait, c'est ce qui fait qu'on a, dans le fond, chaque CPA a un conseil d'administration qui va lui suggérer, en fait, le directeur général va arriver avec des points, le conseil d'administration va les approuver, les refuser pour justement choisir les directions de chacun des CPA. C'est pour ça qu'il y a 6 régions. C'est pour ça qu'il y a quand même des particularités. C'est sûr qu'il peut y avoir des enjeux à Laurentides-la-Naudière qui ne sont pas identiques de ceux de l'Estrie. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des particularités. C'est très semblable malgré tout, là, mais il y a quand même certaines particularités régionales. Là. C'est pour ça qu'on s'adapte. Là, exactement. OK. Puis le CPCPA, c'est quoi? C'est le Conseil provincial des comités paritaires automobiles. OK. Puis ça, qui en fait partie? On va avoir les 6 directeurs généraux qui vont être observateurs. Puis on va avoir deux personnes de chaque... En fait, un syndical et un patronal des conseils d'administration de chacun des CPA qui vont être sur notre conseil d'administration à nous pour nous donner nos lignes directrices là, qui vont nous approuver. OK. Puis le « nous », c'est toi? Marion. Moi, Marion, en fait, Charles Gagnon, qui est le directeur général. Okay. On a Jade Lemaire, qui est conseillère à la qualification. Céline Rion, qui est aussi à la qualification. Okay. Puis, on a Joanne Santarosa, qui est le cerveau. En fait, c'est elle qui... C'est la tête du CPCPA. Ça fait 15 ans qu'elle travaille au CPCPA. Là, je ne sais même plus son titre exact. Parce que... Mais Joanne, c'est notre cerveau. C'est vraiment, là, elle a les 15 dernières années, tient le CPCPA et ses connaissances dans sa tête. C'est un bout de bras. Fait qu'elle a travaillé très, très fort. Il y a des années où Joanne était tout seul ou avec juste une personne ou deux. Donc, plusieurs années, elle a travaillé extrêmement fort. Très reconnaissant de son savoir. De son travail, oui. Ça, quand on est arrivé, nous, l'équipe était vraiment petite. Ça commençait à se développer avec le nouveau directeur général aussi, là, qui a implanté une nouvelle stratégie et une plus grosse équipe. Là, ça a tout changé. Dans le but c'est ça, de moderniser un peu le concept, puis les formations, puis s'actualiser exactement. De se mettre à jour, mais c'était pas juste se mettre à jour, c'était d'avoir un comité paritaire visible, performant. C'est l'objectif. Là. On veut redorer le blason du CPCPA. Du CPCPA, mais des CPA. Dans le fond, c'est l'objectif. C'est vraiment c'est les CPA régionaux qui sont
c'est important, c'est eux qui nous font vivre. Là. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les régions servent bien leurs membres, parce que dans le fond, c'est des membres. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Puis tu sais, les secteurs, je reviens avec quand même les secteurs qui sont non couverts par les CPA, là, les non assujettis. Tu sais, ils sont pas laissés pour compte. Là. Moi, c'est ça que je trouve qui est important, puis j'utilise le micro, puis je trouve ça super important. C'est on peut être là, tu sais, on veut pas les assujettir, là, c'est pas ça l'objectif, mais on veut rendre les formations disponibles. On veut que ces gens-là, s'ils veulent des formations, on va, ils sont disponibles. Il y a des formateurs qui sont formés, puis on peut former d'autres gens pour s'assurer que, en fait, que le marché québécois soit uniforme et performant. Là. C'est mon idée, c'est ça. Le but, c'est ça. Exact. Et là, récemment, vous avez lancé le programme Compétences VE. Exact. Vous pouvez m'expliquer comment c'est venu, comment ça a commencé, tout ça? Déjà, c'est ça. C'est le premier programme il y avait des CPA qui aidaient les non-assujettis, là, mais c'est le premier programme qui venait vraiment toucher tout le monde. Il n'y avait pas de prérequis, à part travailler dans un garage ou dans un atelier. C'était vraiment, tu n'as pas besoin de carte, t'as pas besoin. Les gens nous demandaient souvent, ah, mais je ne peux pas le faire, là, moi, si je ne suis pas assujetti à un CPA. Et non, c'était vraiment tout le monde. Donc, ça a démarré en 2019. Philippe mentionnait Yves Rasset, c'est là aussi où ça a commencé. Là. Les mêmes où il travaillait étaient l'un des initiateurs de ce programme. Avec CA à Québec, qu'on peut mentionner, qui a joué un rôle important, et bien sûr les CPA et Innovis, CSMO Auto à l'époque, se sont tous mis d'accord pour créer un programme et faire une demande de subvention, en fait, qui pourrait permettre à tout le monde d'être formé, mais à moindre coût. Donc à ce moment-là, je pense que c'était vraiment quelques frais, $3 de frais administratifs. Là. Sinon, la formation était comprise, les manuels, les gants de sécurité, tout était compris dans la subvention. Donc, c'était un avantage pour tous. C'était la première fois que tout le monde s'entendait pour faire un projet commun depuis des années. Fait que ça a été vraiment un gros projet. Ça a commencé avec mécanique auto et ensuite, ça a découlé pour carrosserie et là, récemment, véhicules lourds. Donc, ça vient toucher une grosse partie et là, secteur. Je m'excuse, je reviens aux subventions, là, parce que là, vous me parlez de subventions depuis le début, là, mais comment que vous faites, vous, pour aller chercher des subventions au niveau du gouvernement? Les CPA travaillent avec la Commission des partenaires du travail depuis plusieurs années. Dans le fond, la CPMT, l'acronyme, donc la Commission des partenaires du travail, donne des subventions régionales depuis plusieurs années pour justement former les techniciens de cette région-là pour des formations spécifiques. Okay. Donc, il y a des demandes régionales qui sont faites pour former les techniciens en préparation aux examens de qualification, exemple. Des fois, des perfectionnements pour... je vais dire climatisation comme exemple. Puis là, en arrivant avec un projet comme ça qui était très gros, un peu innovateur, là, les véhicules électriques, ça faisait, en fait, en 2019, ça faisait 20 ans, là, grosso modo, qu'il y avait des véhicules électriques sur la route, mais là, il y avait un vrai boom. Ça devenait un enjeu gouvernemental. Donc là, c'était, OK, mais là, est-ce qu'on va être prête? Est-ce que les gens sont prêts à réparer ces véhicules-là pour de vrai? Parce qu'en ce moment, on va se le dire, ça, c'est des 3-4 ateliers très spécifiques où les concessionnaires qui s'en occupent. Mais là, si vous voulez qu'il y ait 2 millions de véhicules électriques sur la route, il va falloir en former à sapristi du monde. Donc, là, d'aller chercher une subvention qui était beaucoup plus grosse, au lieu d'aller chercher des 300 000, 200 000, 100 000 de formation, d'aller chercher un 2 millions. Là, on venait de changer de projet. Là. Mais pour complexifier, là, c'était même pas la CPMT, c'était Emploi Québec. Donc, c'était la première fois qu'il y avait une subvention de cette ampleur-là qui était comme à 100%. Là. Puis là, c'est le ministère du Transport ou de l'Éducation qui s'en mêle? C'est plus le travail, non? Oui, c'est le travail. Oui. Ouais. OK. Fait que vous... Mais je trouve ça bien. Il y a beaucoup il y a beaucoup de terrains qui ont été défrichés avec... en fait, en commençant ça, ensuite de ça, on a eu, dans le fond, la première subvention mécanique automobile a été 2 millions. Ensuite, il y a eu un autre 7 millions en mécanique automobile.
Puis là, on a fait la demande. On a eu 1,7 million pour les carrossiers. Puis là, en fond, il faut finir de passer au travers de cette subvention-là pour pouvoir en redemander une autre. Fait que ça aussi, c'est important que les gens viennent suivre la formation. Là, on a des avantages incroyables. Là, on rembourse le salaire jusqu'à 25 $ de l'heure. La formation coûte 3 $ de l'heure. C'est un peu contre ma pensée, dans le sens où, pour moi, une formation qui coûte pas d'argent n'a pas de valeur. Mais là, c'est différent parce que là, c'est couvert par le gouvernement. T'sais, si je vais suivre une formation à Équerre, à la fin, je reçois un diplôme ou en fait, je reçois quelque chose, ça m'a coûté 400, 500, 700. Ça m'a coûté cher, mais je reçois quelque chose. Là, nous, à la fin, il y a un examen. À peine à la fin de l'examen, on reçoit une certification aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes, plusieurs formations, mais l'objectif, c'est de s'assurer que les gens soient formés et soient capables de faire le travail adéquatement sans se blesser. Mais aussi, moi, je pense beaucoup aux clients. Le côté gestion en moi revient toujours à comment je peux m'assurer que ma clientèle est bien servie. Puis l'autre chose, à la carrosserie, comment je m'assure de ne pas avoir de comeback. Fait que ça aussi, c'est des choses qui sont réfléchies dans nos formations pour s'assurer qu'on essaie de penser à toutes les étapes du cheminement du véhicule, de l'entrée de l'atelier à 6 mois après qu'il soit livré. Il ne faut pas qu'il y ait un problème qui revienne plus tard. Là. Et là, parlez-moi donc de qu'est-ce que c'est exactement la formation compétences VA. Tu sais, mettons, un carrossier veut envoyer ses employés à cette formation-là. L'employé va sortir de là avec quel genre de formation? Tu sais, il va parcourir quel genre de volet? Oui, parce qu'il y a 3 formations. Je peux continuer, puis tu peux être plus spécifique. C'est bonne. C'est parfait. Il y a juste 3 formations qui sont reconnues par ICAR. Donc, on va commencer par l'électricité de base, là, vraiment la base de la base sur l'électricité. Puis tu peux rajouter si tu veux. En fait, moi, ce que je reviens avec ça, c'est que c'est bon pour 100% des véhicules qui rentrent dans l'atelier. Tu sais, un véhicule qui est accidenté, qui a juste quelques fils à réparer, ou savoir se servir d'un analyseur contrôleur aussi. Là. Fait que, tu sais, on passe au travers de cet objectif-là, un scan tool. Mais tu sais, c'est ça aussi l'idée. Fait qu'au travers de ça peut servir à 100% des véhicules qui rentrent dans l'atelier. Fait que la première formation est utile à tout le monde. C'est pas spécifique au VE. Là. Puis ça peut être... Est-ce que c'est, mettons, on explique c'est quoi un circuit électrique ouvert, fermé? Exactement. C'est vraiment la base. On part de la base. On peut se rendre... On va se rendre à la batterie un peu alternateur-démarreur, mais tu sais, en surface. Là. Okay. L'objectif, c'est pas de faire un spécialiste de l'électricité, mais c'est de s'assurer que la personne sait se servir d'un multimètre à 100%, d'être capable de comprendre le principe complet de l'électricité, parce que quand on va tomber dans la haute tension, il va falloir qu'on réutilise ce multimètre-là pour faire des vérifications de tension, puis c'est là que c'est plus spécifique, on veut être sûr que la personne le fasse de la façon adéquate. Souvent, en carrosserie, on a plusieurs carrossiers qui viennent suivre la formation qui n'ont même pas de multimètre dans leur coffre. Parce que c'est pas un outil standard. Moi, je dis autant les carrossiers, vous êtes des artistes. Ah oui, mais... Fait que c'est correct que vous soyez pas des spécialistes en électricité. Mais là, on tombe il va falloir faire certaines vérifications pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité dans l'atelier, puis même la personne qui touche au véhicule en premier lieu. Là. Fait que c'est ça qui est... pour ça que le cours d'électricité de base est comme l'initiateur du cours. On commence avec ça, puis plus difficile, même mécanicien automobile aussi. Là, tout le monde y passe. C'est la formation la plus difficile dans le marché automobile, comprendre quelque chose qu'on ne voit pas. L'électricité. Ouais. OK, fait que là, ça, c'est la première formation. C'est combien d'heures? Est-ce que vous savez? 21 heures, 3 jours. 21 heures, 3 jours. Et là, l'employé se présente au centre? Ça peut être dans un CFP, ça peut être dans un centre de formation de CPA. En fait, c'est dispensé partout au Québec. OK, il y a pas... Donc, il se présente là, il fait cette formation-là. Une fois qu'il y a eu une attestation, je suppose? On n'a pas d'attestation automatique, nous autres, après chacune des formations. OK. Non, ça, on incite vraiment les gens à continuer. Donc, le deuxième niveau, là, qui est véhicule hybride et électrique. C'est le niveau sécurité, dans le fond. Fait que c'est vraiment là qu'on va apprendre tout ce qui touche la sécurité du véhicule. Donc, on va voir les différences entre un véhicule hybride branchable, 100% électrique.
composantes, un peu, là, tu sais, quoi les différences par rapport à un véhicule à essence. Puis, on va voir aussi toute la partie désactivation, donc les enjeux de la haute tension dans un véhicule. Fait qu'un véhicule accidenté, encore une fois, ou non. Fait qu'on s'assure, fait que toutes les vérifications qui vont être nécessaires, on va comprendre aussi qu'est-ce que le véhicule fait comme test. Parce qu'on peut, si le véhicule est encore en fonction, on peut brancher l'analyseur, puis dans le scan tool, on est capable d'aller voir si le véhicule est en perte d'isolation, s'il y a un enjeu avec un circuit de haute tension. Fait que dans le fond, l'objectif de ce cours-là, c'est de comprendre tout l'enjeu de sécurité entourant la haute tension, puis de savoir désactiver, puis faire les vérifications sur le véhicule pour le rendre sécuritaire, pour travailler dessus. Et cette formation-là, c'est combien d'heures? 7 heures. C'est tout? C'est tout. Est-ce qu'il y a une autre formation après? Après, il en reste une. OK. Puis là, c'est la plus grosse formation, un 4 jours de formation. Okay. Puis là, on va voir chacun des systèmes indépendamment. Donc, la climatisation, tout le système, dans le fond, de refroidissement de la batterie, on peut voir. Puis on va travailler sur chacun de ces systèmes-là. On va descendre une batterie haute tension aussi sous un véhicule, parce que si le véhicule a été frappé, qu'il y a un redressement qui est nécessaire, il faut enlever la batterie. Fait qu'il faut comprendre c'est quoi l'enjeu d'enlever une batterie sous le véhicule aussi. Donc, on le fait faire. Fait qu'il retire une batterie d'un véhicule. On va voir, c'est ça justement, la climatisation. Dans le fond, un véhicule électrique qui n'a pas de climatisation, c'est un véhicule qui ne peut pas se déplacer, parce que la climatisation va, en général, pas tous les véhicules, mais on va dire 90% des véhicules, va refroidir ta batterie. Fait que donc, le système de refroidissement de la batterie essentiel à son bon fonctionnement. Pas de climatisation, pas de véhicule. Donc, tu sais, comment tous les enjeux qui arrivent quand un véhicule est accidenté. C'est vraiment ça l'objectif pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. T'as fait comment, toi, pour avoir tout ce bagage-là? Là, oui, tu t'es entouré des experts, mais... Moi, je suis allé me promener dans les carrosseries. Je suis allé voir des carrossiers. Je suis rentré dans des carrosseries. J'ai regardé qu'est-ce qu'ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, j'ai posé des questions à des assureurs. C'est quoi les comebacks? Qu'est-ce qui revient? C'est quoi les problèmes? À ce moment-là, quand tu vas dans une carrosserie, les employés sont pas formés? Non. Fait que là, l'auto arrive, puis... Il y a eu quelques enjeux. On entend encore là, quelques endroits là, où il y a des gens qui se blessent, mais qu'on n'en entend pas vraiment parler. Il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent, mais il y a beaucoup de systèmes qui sont... des problématiques, mais il y a beaucoup d'ateliers de carrosserie qui vont envoyer la mécanique dans un atelier de mécanique, soit un concessionnaire ou soit de l'après-marché. Fait qu'on va vraiment, souvent la partie mécanique, mais il y a plusieurs carrossiers là, qui commencent à avoir un mécanicien à l'interne ou quelqu'un qui touche plus de systèmes. Donc, c'est cette personne-là qu'on veut avoir dans ces formations-là, là, qui soit au courant, ou le démonteur là, qui a besoin de savoir quand il va démonter, remonter le véhicule, ben, qu'est-ce qu'il va avoir comme problématique? Qu'est-ce qu'il faudrait que je vérifie plus ou moins? Là? Puis là, j'ai 100 000 questions qui une fois que l'atelier a envoyé ses employés à ces formations-là, ils sont en mesure de réparer les véhicules. Est-ce qu'il y a une reconnaissance auprès des assureurs disant nos employés sont formés pour les véhicules électriques? En ce moment, c'est un des travaux qu'on est en train qu'on essaie de mettre en place. Okay. Pas très facile, mais c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, la reconnaissance du non-compétence VE. Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place en ce moment. C'est pas fait, on va se le dire, mais on essaie de faire reconnaître ce nom-là. Parce que il y a des formations spécifiques manufacturières aussi. Tu sais, si on prend Tesla, ont leur propre formation. Je la connais pas, mais si c'est que théorique, la personne n'a jamais touché le véhicule, je sais pas comment elle fait pour comprendre. Fait qu'il y a peut-être des enjeux comme ça, moi, que je vois dans certaines formations manufacturières qui sont... Il manque le côté pratique. C'est des gens qu'il faut qu'ils touchent pour comprendre. Tu sais, moi, je reviens... Si je ne l'ai pas fait, je le comprends pas. En tout cas, moi, je fais partie des gens qu'il faut que je le touche pour comprendre et être capable de le faire. C'est prouvé que l'apprentissage est meilleur à ce moment-là. Là. Un peu. Donc, tout ce qui est pour moi théorique, c'est bon pour un groupe de personnes, mais c'est pas bon pour
100% du marché. Donc, il peut avoir des manques. Moi, c'est ce que j'aimerais éventuellement réussir à faire comprendre aux gens. Bien, le non-compétence VE, la personne a touché, il en a fait, puis on a de la formation de maintien aussi, puis de perfectionnement qu'on rajoute, puis qu'on continue de créer parce que il y a des changements, ça continue de se mettre à jour, là, les véhicules, puis il y a des nouvelles choses qui changent. Fait qu'on n'a pas le choix, nous autres aussi, de notre côté, de nous mettre à jour puis de s'adapter. Tu as déjà vu une estimation en carrosserie? Oui. Tu vois, tu sais, sur l'estimation, que ce soit avec Capteur ou Mitchell, ou tu as des heures carrosserie, mécanique, peinture, mais tu sais, il devrait exister des heures véhicules électriques, là, d'électrification, dans le sens que c'est pas de la carrosserie, c'est pas de la mécanique, c'est l'électrique, tu sais. Mm-hmm. Comme le temps où on met une zone de sécurité, tu sais, il y a le temps de débrancher les batteries et tout, puis avoir un taux qui est justifié aussi parce que ton employé qui va le faire va être formé, tu comprends? Puis il y a des tâches qui vont prendre plus de temps. Mais oui. Tu sais, ça aussi, c'est l'autre enjeu. Puis, tu sais, je reviens beaucoup, moi, avec les temps de carrosserie. C'est un peu la problématique qu'on voit en ce moment. Il y a des tâches que c'est un temps standard, peu importe que ce soit un véhicule à essence ou un véhicule électrique. Puis, mais la tâche est pas du tout la même sur un véhicule électrique. C'est complètement autre chose. Donc, en fait, il y a une adaptation à faire dans le marché, mais il y a plusieurs assureurs qui sont venus suivre notre formation. En fait, on a une formation pour estimateurs aussi qui est compris dans la formation de compétences VE. Une journée, encore une fois, on fait juste passer au travers de tous les systèmes, puis des particularités pour l'estimateur pour qu'il soit capable de justifier des temps de plus dans certains systèmes, dans certaines façons de faire. Puis, on a plusieurs assureurs qui sont venus suivre ces formations-là aussi. Dans le fond, dans certains de nos CPA. Donc, on a des grands assureurs qui sont venus s'asseoir, 50 personnes, puis on leur a donné une formation. C'est quoi un véhicule électrique? Quand il y a un accident, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis qu'est-ce qui va prendre plus de temps du côté de travail technicien, puis des vérifications à faire. Là. Le véhicule a été frappé du côté, en fait, en avant dans une roue. Il va falloir vérifier que le moteur n'est pas en perte d'isolation ou qu'il n'y a pas une problématique, qu'il n'y a pas une micro-fissure qui va lâcher dans 3 semaines. On va le vérifier tout de suite. On est capable, on a les outils, on a la machinerie. On peut faire cette vérification-là avant de livrer le véhicule au client. Donc là, est-ce que ça change? On n'aurait peut-être pas réparé s'il y a un morceau à 15 000 de plus ou on l'aurait réparé quand même. Ou, tu sais, il y a d'autres choses qui changent. Et là là, c'est incroyable comment que ça allait évoluer de tout bord de côté parce que, tu sais, oui, on sent le fait que les assureurs envoient de leurs employés s'asseoir puis écouter votre formation, tu sais, assister à votre formation, ça montre une ouverture. Oui. Puis ça montre que c'est essentiel parce que, tu sais, quand le carrossier, lui, envoie une estimation puis qu'il demande « Hey, j'ai telle demande spécifique pour ce véhicule-là », mais ça l'aide le gars à l'imagerie à approuver son estimation puis à comprendre c'est quoi exactement les réparations qui vont être faites. Exactement. On prend juste une porte de recharge qui est dans un Chevrolet Volt, dans l'aile en avant. Mm-hmm. Changer une aile en avant, peu importe le véhicule, c'est pas très long en général, mais là, tout d'un coup, ça devient complexe. Ça devient complexe. Mais oui. J'ai une vérification à faire. Est-ce que les fils ont été coincés? Est-ce qu'il y a une file de coupé? Il faut que je désactive le véhicule. Je vais être encore proche de la haute tension. Il y a des vérifications à faire. Plein de choses. Au lieu de, je vais dire n'importe quoi, au lieu d'une heure, pouf, on est tombé à 4 heures. Mm-hmm. C'est un gros enjeu, là. Mais à la base, ça reste quand même 1 heure. C'est tout le travail avant qu'il faut faire. T'sais. Exactement. Puis ça, il faut que ça soit valorisé. Ça. Il faut que ça soit... Il faut que ça soit compris, mais il faut que ça soit... en fait, c'est là que les assureurs qui viennent se former comprennent plus de choses, font OK, c'est ça. Ils sont capables d'approuver ces procédures-là. Formation Tesla, un peu la même chose. Là. Les Tesla ont des particularités. L'outil de diagnostic, il ne se branche pas du tout de la même façon. Maintenant, avec le service mode, on a plein de fonctions dans l'écran qui est dans le tableau de bord. Mm-hmm. Il y a plein de choses qui changent. Le véhicule évolue. Je pense qu'il faut pas juste les assureurs, mais il faut que le marché en général évolue. Mais... c'est aussi pire que, on dirait que tous les postes doivent évoluer. Oui. Que ce soit l'aviseur technique, l'agent de liaison, l'évaluateur, le directeur d'atelier, les techniciens, tout doit
En fait, s'adapter. Culture de formation, moi, c'est le mot que je répète depuis 2 ans sans arrêt. Il faut créer une culture de formation dans notre marché. Il faut que ça devienne normal d'aller suivre un 14 heures de formation à tous les ans là, pour juste se maintenir. On ne devient pas des experts, on fait juste maintenir nos connaissances au niveau... S'actualiser. Parce que... ça va vite. Et voilà, moi, je reviens avec le Tesla qui a changé la game de l'automobile complètement. Là. Dans le fond, la norme OBD2, qui était le branchement 16 brins en dessous du tableau de bord, du côté volant à gauche, Tesla, ça, OBD2, c'est relié à l'antipollution. Antipollution, ça prend un moteur à combustion pour avoir ça. Il n'y en a plus de moteur à combustion, fait que j'ai plus besoin de respecter cette norme-là. Je fais pas de pollution. Oh my God. Ça révolutionne. Fait que là, ça a révolutionné l'automobile complètement. Fait que là, tu sais, Ford, GM, Chrysler, Hyundai, peu importe, pourraient arrêter de mettre un port OBD2 sur le véhicule s'ils voulaient, parce qu'il n'y a plus d'antipollution. Tu sais, on est dans un game changer. Vague, complètement. Donc, tu sais, les manufacturiers, probablement qu'ils le feront pas parce que c'est plus simple, mais tu sais, on vient de changer le marché automobile. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça. L'actualisation, la culture de formation, on est rendu là. Véhicule autonome, on est rendu ailleurs aussi, là. Quelqu'un, mettons un propriétaire de carrosserie là, ou de concessionnaire, peu importe, qui veut qui veut adhérer à ces formations-là, procède comment? Directement sur le site internet de compétenceve.ca. Il peut s'inscrire aux formations et il peut regarder déjà où la formation se donne. Il y a un calendrier de formation qui est mis à jour régulièrement. Okay. Et là, ça va encore plus évoluer. Là. Normalement, dans quelques mois, ils pourront s'inscrire, payer en ligne avec le CPA Québec. Oui, on a un gros projet en fait, une plateforme de formation sur laquelle on travaille en ce moment. Vous allez en entendre parler prochainement. Donc, on va avoir une plateforme commune qui va être très efficace là, pour la formation. Donc, vous allez en entendre parler, je vous le promets. Mais on a un gros projet là, avec CPA Québec là-dessus. Donc, ça va vraiment être aussi... ça va nous aider à mieux propulser nos formations pour tout le Québec, là. À date, est-ce qu'il y a un bon taux de formation? Est-ce que quand vous avez lancé ce programme-là, est-ce que l'industrie a répondu? Du côté automobile, un peu. OK. Du côté carrosserie, très peu. En fait, l'enjeu initial était, c'est une formation de en ce moment, 54 heures. Donc, c'est sûr que perdre un employé 8 jours dans la vie d'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. On va se le dire, puis on comprend très bien ça. Les formations, c'est pas 8 jours en ligne non plus. T'sais, on essaie de faire... différentes régions. Des fois, c'est du 2 jours. Des fois, c'est du 1 journée par semaine. Des fois, c'est par période aussi. On sait qu'il y a des périodes qui sont plus fortes que d'autres. Fait qu'on essaie de travailler aussi de façon à ce que les formations soient données dans les périodes moins achalandées. Puis, dans le fond, pas perdre 8 jours en ligne le technicien, quoique quand ils partent en vacances, il part en vacances, on le perd pendant ces journées-là quand même. Là, fait que, je pense qu'il y a des méthodes, il y a des choses à mettre en place, mais je reviens avec ma culture de formation. Il faut que les gens croient à la formation, il faut que les gens comprennent les enjeux de sécurité puis les enjeux. Fait que je pense qu'on est là. Ben oui, ils n'ont plus le choix parce que là, le marché a trop évolué, c'est trop modifié, là. C'est mon opinion à moi parce qu'on est rendu que, tu sais, les ateliers veulent donner une qualité de réparation, mais pour ça, il faut que tu aies les employés qui ont la formation d'actualité, là. Ben, mais puis, il y a beaucoup de formations qui sont dispensées aussi en ce moment. Si je reviens avec toutes les formations manufacturières, là, OK, si je veux réparer du Honda, il faut que j'aille suivre la formation XYZ de Honda, puis avoir tel outillage XYZ de Honda. Ça aussi, c'est des nouveaux enjeux qui étaient, je pense, un peu moins... strict dans le temps. Là, une soudeuse, là, c'est pas parce qu'elle n'a pas le H à la fin ou le W, c'est la même Moses de soudeuse. Là, j'ai pas besoin d'avoir celle qui est marquée W. Là, celle qui a le H à la fin, c'est la même. Là. Fait que, je pense qu'il y a des choses comme ça aussi que les manufacturiers, faut
puis une petite adaptation filtre, aussi. Ouais, tu sais, une Caroliner, déjà, tu as une machine qui a coûté beaucoup d'argent. Tu sais, si tu as juste besoin d'un adapteur de plus pour faire cette marque-là, j'ai pas besoin de racheter une nouvelle machine. Là, je pense qu'il y a quand même une partie d'adaptation de marché à faire. C'est toujours un peu plus compliqué que les manufacturiers, mais l'offre de formation est tellement grande aussi. Je peux comprendre les gens de « OK, mais c'est laquelle la bonne? Va où? Ouais, mais c'est laquelle quoi la bonne direction? Qu'est-ce qui va m'aider, moi, à faire grandir mon entreprise? Je reviens avec ma gestion, je suis brisé. Moi, on est là pour faire de l'argent. T'sais. Fait que si la business ne peut pas faire d'argent, ben, j'ai besoin, qu'est-ce qui va faire que je vais continuer d'être performant puis que je vais continuer de faire de l'argent, payer mon monde? Là? Fait que ça aussi, c'est pour ça que les reconnaissances, je reviens avec ICAR, qu'on essaie de faire reconnaître nos formations. Mais si cette formation-là me permet d'avoir la reconnaissance de plusieurs autres, dans le fond, d'un tel manufacturier puis d'un ICAR en même temps, là, OK, celle-là, c'est le fun, je vais aller la suivre. Mais c'est notre enjeu en ce moment. C'est la reconnaissance des formations. Je pense que c'est là qu'on va être capable d'être plus performant. Du côté manufacturier, on est générique. Je te dirais que probablement que ça n'arrivera jamais, mais il ne faut jamais dire jamais sans l'air. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile l'approbation manufacturière que ICAR, qui a une belle ouverture. L'objectif, c'est que les gens soient formés. C'est notre enjeu du moment. Le côté générique un peu là, qu'on apporte, tout marque, tout modèle. Là, pour moi, mesurage sur un véhicule, si je peux pas mesurer un Vaux, je vais me mesurer un Honda, ça va être la même affaire. Là. Fait que, tu sais. Dis-moi, si, parce qu'on a des ateliers carrosserie qui, peut-être qu'ils ne poussent pas nécessairement sur la formation, mais peut-être que dans cet atelier-là, il y a un technicien qui, lui, veut s'actualiser, veut suivre la vague dans le but de ne pas se laisser dépasser par tout ça. Puis est-ce que lui, par lui-même, peut s'inscrire à ces formations-là? Il doit passer par l'atelier? Normalement, il faut qu'il passe par l'atelier, surtout avec la partie subvention, parce qu'on fait un remboursement salarial. Donc, c'est pendant les heures de travail que l'employé va être remboursé. Donc, c'est sûr que là, l'enjeu va être d'avoir l'autorisation du patron. Là, exactement. Parfait. Bonne question. On a quand même aussi, il faut le mentionner, beaucoup de partenaires derrière nous, là, avec qui qui croient en la formation et on n'est pas tout seul. Là. On a quand même, avec le temps, là, on a réussi à avoir autant dans les partenaires mécanique auto, carrosserie et véhicules lourds. Là. Il y en a beaucoup qui y croient et oui, certainement. Qui envoient même leurs formateurs. Hein. Oui, exactement. On a, dans le véhicule lourd, on a des formateurs privés là, qui sont venus suivre la formation pour devenir formateurs. Pour après ça, exactement. Partager. Wow. Exact. Donc, oui, c'est génial pour nous autres. Là. Ça nous donne du pouvoir. Vastoto, Wilson Almeida, qui donne la formation en fait, il donne la formation de carrosserie aussi là, pour nous autres. Puis c'est un formateur de groupe Vastoto. Là. Fait que, on a quand même des partenaires aussi qui nous aident à être performants. Les CFP, là, on a plein de gens de CFP qui sont bons. Là. On parle des formateurs, des fois il y en a des moins bons, mais ceux-là, on les prend pas, on prend des bons. Là. On travaille aussi dans cet objectif-là, d'avoir les bonnes personnes qui vont nous faire propulser puis qui vont, eux, pouvoir aussi se propulser en même temps. Là. C'est en équipe qu'on est fort, là, tout seul, on va plus vite, mais on va pas loin. On va pas loin. Le futur pour le CPCPA? C'est une excellente question. En fait, je te dirais qu'en ce moment, un des objectifs, continuer de former le plus de gens possible, de s'assurer d'avoir les bons formateurs aussi partout au Québec, travailler en équipe. Fait que si on se tient, on va aller plus loin. Donc, essayer de continuer de travailler sur l'uniformité des outils, l'uniformité des formations partout au Québec, puis continuer de travailler en partenariat aussi avec en fait, Innoviste, dans le fond, qui est l'ancien CSM Auto. Fait que, tu sais, qu'on travaille avec eux autres en partenariat. On essaie de travailler en partenariat avec d'autres organisations performantes. Là, tu sais, Autoprévention, qui est, dans le fond, eux s'occupent plus de tout ce qui est la santé-sécurité au travail. Okay. Donc, on travaille avec eux autres. On a une formation sur la sécurité des véhicules électriques aussi, donc avec
en partenariat avec eux. Donc, l'objectif, ben, eux, ils ont la partie sécurité, nous, on a la partie technique. Donc, on travaille une partie de formation ensemble. Wow. On travaille en partenariat avec, on essaie de propulser les gens aussi. Moi, je ne suis pas un expert en sécurité. Je veux dire, je suis un mécanicien, je ne suis pas un expert en sécurité du tout. Mais en travaillant avec des experts en sécurité, bien, on peut réussir à faire quelque chose qui va... De qualité. Et voilà, c'est l'objectif. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter comme information, comme à ce podcast-là, d'informations que vous voudriez transmettre ou... Allez sur le site www.competenceve.ca. Ça, c'est pour aller s'inscrire, c'est ça? Oui, allez voir. Puis avoir l'information là, de qu'est-ce que c'est si... Toute l'information, sinon info@competenceve.ca, on va vous répondre. L'objectif, c'est on est là pour le marché, on veut que la formation se dispense. Il n'y a pas de secteur au Québec que ça ne peut pas se dispenser. L'objectif, on veut que ça se donne, on veut que les gens travaillent de façon sécuritaire, puis faut que ça avance, faut que ça bouge. On est là, on veut rester là. Marion-Philippe, merci. Merci d'avoir participé à cet échange-là. Merci. Je me sens privilégiée, la tête qui va m'exploser d'informations, mais pour vrai, c'est un cadeau que tu m'as fait ce matin, mais que vous m'avez fait, là, mais de comprendre tout ce truc-là, parce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, mais l'organisation de cette boîte-là, de comment est-ce que ça fonctionne, puis qu'est-ce que c'est exactement, c'était pas clair. Tu sais, puis je suis sûre que je suis pas la seule. Là. Il y en a plein qui sont comme, c'est quoi leur mandat, c'est quoi cette boîte-là, c'est qui ces gens-là, puis c'est quoi les décisions qu'ils prennent, c'est où est-ce qu'ils s'en vont, puis comment ils nous aident, comment qu'ils aident vraiment l'industrie. Puis je pense que ce matin, vous avez répondu à bien des questions, puis mis une belle lumière sur votre mandat, puis sur le travail que vous faites en arrière, qu'on ne voit pas nécessairement. T'sais. Nous, dans l'industrie, on voit... Ben voyons, comment ça? Qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est quoi ça? T'sais, on se pose des questions, mais là, je pense que l'information a été bien transmise. Merci pour tout cet échange-là. Merci beaucoup de tout ça aussi. Puis on ne lâche pas tes podcasts, c'est le fun. Merci. Avez-vous aimé l'expérience? Ben oui. Oui, oui, moi j'adore ça. Ouais. Je parle pas beaucoup.